Ça marche, merci. Du coup, comme les premiers webinaires, l'objectif donc c'est de faire un point du coup aujourd'hui sur le solaire thermique, concrètement comment ça fonctionne de manière assez synthétique et comment vous pouvez être accompagné sur le département des Pyrénées-Atlantiques dans cette démarche-là. Et donc ensuite, on aura la résidence de la Palisse et Yes Solar qui nous expliqueront un peu comment ça s'est passé pour eux. Euh, Juste en deux mots, l'association des communes forestières, on a une association d'élus, collectivités propriétaires ou non de forêts, mais avec une réflexion autour de l'utilisation du bois en circuit court, donc notamment le bois énergie. C'était là-dessus que nous, on était partis initialement, financés par l'ADEME et la région, qui nous ont demandé de nous élargir du coup sur les deux autres énergies thermiques, qui sont la géothermie de surface et le solaire thermique dans l'objectif du coup d'avoir en fait un panel d'énergie qui corresponde le mieux au projet du maître d'ouvrage. Et donc on accompagne l'ensemble des maîtres d'ouvrage du département des Pyrénées-Atlantiques sur toutes ces questions-là d'énergie renouvelable thermique. Voilà, on a parlé de bois et de géothermie. Aujourd'hui, on parle du coup de solaire thermique. Avec, donc vous voyez en bas à droite ce type de panneau-là, je vais détailler un peu après les panneaux. Ça, ce sont ce qu'on appelle les capteurs plans qui vont produire du coup de l'eau chaude à travers enfin du coup cette eau chaude-là, suivant le type de capteur, on va avoir une température qui va être variable, qu'on va pouvoir choisir en fait suivant le type de capteur. Donc, on va pouvoir adapter par rapport aux besoins du client, du consommateur, le type de panneau pour pouvoir répondre à son besoin. Je reviendrai dessus juste après. Concrètement, quel secteur d'application on voit souvent dans le secteur, enfin sur le côté professionnel industriel? En fait, c'est les gros consommateurs de chaleur, mais surtout pour le secteur eau chaude sanitaire donc qui sont blanchisserie, le lavage dans l'industrie, l'agroalimentaire, qui a souvent besoin aussi pour du lavage ou pour des process spécifiques. Et ensuite, tout ce qui est élevage agricole, élevage de veaux, tout ça, qui ont besoin aussi de pas mal d'eau chaude sanitaire, notamment pour la préparation des buvets et ce genre de choses. Concrètement, comment ça fonctionne? Vous voyez en haut à droite, on a la carte là de de la France avec le rayonnement solaire par rapport à l'emplacement, enfin sur la latitude de la France. Nous, on est en bas tout à gauche. En fait, on a un rayonnement solaire qui est assez important ici. On a beau avoir beaucoup de pluie, peu importe, on a quand même un rayonnement solaire puissant. Donc avec du coup des systèmes enfin un intérêt technique et économique à utiliser des panneaux solaires pour pouvoir produire de la chaleur. Pourquoi? Simplement que si on est dans le nord de la France, peut-être qu'au lieu de mettre 5 panneaux, il faudra en mettre 7 ou 8 parce que pour capter la même quantité de chaleur, il nous faudra plus de surface. Alors que nous, dans le sud, ici, on a plus de chaleur par mètre carré. Mais le souci ce qui peut être un inconvénient pour certains de cette énergie-là, c'est que du coup, on est dépendant du flux solaire, c'est-à-dire qu'en hiver, on a moins de chaleur par mètre carré, simplement parce que le soleil est plus bas et du coup, il rase plus le sol, que en été où le soleil est plus haut et où il tape directement sur le sol. Et du coup, on va avoir en fait une variabilité de la quantité de chaleur qu'on va pouvoir capter à partir de notre solaire. Donc c'est le graphique qu'on voit en bas à droite là. Et du coup, ça nécessite finalement qu'on ait toujours un appoint. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble de nos besoins à partir du solaire. On aura toujours besoin d'un appoint pour pouvoir assurer en été, quand on n'a pas suffisamment de solaire ou qu'on a trop de consommation par rapport à la quantité de solaire qu'on va avoir. Et en hiver, de toute manière, on aura un dimensionnement qui sera trop faible pour couvrir tous les besoins. Et donc, on utilisera une énergie d'appoint en supplément. Mais je vais revenir après dessus. L'objectif, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre trop de panneaux qui ferait que ça ferait des surchauffes ou un investissement trop important pour la saison estivale et pas assez de panneaux où du coup l'hiver, on n'en aurait vraiment pas du tout. Simplement, un point très très important, c'est qu'on a une énergie du coup qui est intermittente sur l'année, mais aussi intermittente dans la journée. Pendant la journée, on va avoir du solaire avec un pic en plein milieu de la journée et la nuit, rien du tout. Et du coup, on a un système de stockage qui est nécessaire pour pouvoir optimiser la quantité de chaleur qu'on va récupérer. Donc, sur le graphique de gauche, là, vous voyez, on a notre ballon, en fait, c'est un ballon solaire un ou deux ou trois, même des fois plusieurs ballons solaires qui vont être dimensionnés en conséquence
autant du besoin du site industriel que de la quantité de chaleur qu'on va pouvoir pomper dans nos panneaux. Cette partie-là, elle est très très importante. Mais du coup, voilà, en termes d'espace, c'est aussi un point de vigilance, c'est-à-dire qu'il va nous falloir plus d'espace que si on met simplement une chaudière gaz dans notre chaudière. À savoir que ces systèmes-là, vous voyez, on a les groupes de transfert là d'un côté et de l'autre. On peut séparer tous nos systèmes là pour éviter d'avoir enfin pour optimiser le fonctionnement de notre installation et éviter d'avoir des transferts entre ce qui se passe dans le site industriel et ce que produit le solaire. Et tout ça, c'est optimisé de manière digitale. Donc, on a des sondes de mesure dans les ballons, dans les panneaux, et on va optimiser le fonctionnement grâce à ces sondes de température. Je parlais tout à l'heure du type de capteur, donc là c'est juste voilà un petit descriptif des capteurs qui existent avec des capteurs qu'on peut utiliser en basse température. Ça c'est plutôt ce qu'on va trouver sur les piscines notamment, ce qu'on appelle la moquette solaire qui est facile à installer et puis qui coûte pas cher. Et puis on va pouvoir aller jusqu'à des systèmes plus où on va aller chercher en fait des hautes températures, donc avec des systèmes de paraboles là, voilà. La plupart, enfin moi, ce que je vois surtout, et là où moi je peux vraiment vous accompagner, sur les systèmes de parabole, je maîtrise pas du tout. Sur le système de la moquette solaire, bah, c'est des choses que je fais pas non plus, mais qui peuvent être faites sans problème. Par contre, tout ce qui est capteur plan, là, clairement, c'est là où nous on peut vous accompagner sur la démarche. Mais bon, peu importe en fait le type de panneau qu'il faudra, les entreprises sur lesquelles on vous orientera ou les bureaux d'études qui vous feront ces préconisations-là ben, choisiront finalement ce qui est le plus adapté aux besoins du site industriel. En termes de financement, il me semble que, on va revenir dessus après, mais le fonds chaleur finance l'ensemble de ces technologies-là. Mais je vais vérifier quand même. Concrètement, pourquoi on parle de tout ça? On a du coup l'avantage d'avoir une énergie, ce que je disais tout à l'heure, qui est peut-être variable sur l'année et variable sur la journée, mais qui pour autant est pérenne, parce que ben, du solaire, on en aura tout le temps, et donc durable dans le temps. Ce qui va faire varier la durabilité, c'est finalement le type de panneau qu'on va utiliser et du coup les panneaux. Mais ce qu'on voit en fait, c'est que nos panneaux, bah, finalement, c'est principalement du verre, de l'aluminium, du cuivre. Donc c'est déjà des composés qui sont complètement recyclables et puis ensuite qui ont peu de variabilité dans le temps, donc qui ont des durées de vie très importantes. Donc là, on a des durées de vie d'environ 30 ans en moyenne sur tout ce matériel-là, mais bon, des fois ça peut durer plus longtemps aussi. D'un point de vue économique, du coup, ce qu'on voit, c'est que ce que je vous ai montré sur le graphique précédent, c'est qu'on va couvrir environ sur l'ensemble de l'année 50% du besoin de l'énergie à partir du solaire. Donc, c'est-à-dire que ben, au lieu de consommer, je sais pas, 100 tonnes de propane par an pour notre eau chaude sanitaire, et ben là, on n'en consommera plus que 50 parce qu'on aura divisé par deux, la moitié sera faite grâce au solaire en moyenne sur l'année. C'est-à-dire que sur l'été, on va couvrir plutôt 80% des besoins, voire plus, et l'hiver, on en couvrira plutôt de 20 ou 25%. Un point sur lequel là j'ai juste mis une phrase, mais c'est un point en fait qui est très très important, c'est qu'on a une association Socol, enfin il me semble que c'est une association d'ailleurs, qui vient de Enerplan, un syndicat du solaire, qui a beaucoup travaillé ces derniers temps sur des schémas standardisés, c'est-à-dire que il propose et l'ADEME s'appuie là-dessus des schémas de principe, donc entre les panneaux, comment on va placer les panneaux, comment on va capter cette chaleur-là dans nos ballons et comment on va la redistribuer vers le site, qui sont du coup standardisés pour faciliter la mise en place de ces installations-là et pour être certain, en fait, grâce à ces schémas-là, que l'installation sera fonctionnelle. En fait, ça facilite la mise en œuvre de ces systèmes-là et on est certain, sûr et certain, même avant la mise en place, que le système sera fonctionnel parce qu'on respecte ce genre de système-là. Et du coup, voilà, le fonds chaleur s'est appuyé là-dessus pour être sûr que ben, toutes les installations qui seront créées et financées par le fonds chaleur seront fonctionnelles. Voilà, d'un point de vue économique, donc ce que je disais tout à l'heure, finalement, on divise notre facture d'énergie par deux parce que la moitié est produite par une énergie gratuite qui est le solaire. Je vous ai mis à droite là un graphique sur l'évolution du prix des énergies. Donc au final, on va se retrouver avec ce prix de l'énergie là divisé par deux. Et ce qui est intéressant, c'est ce graphique en dessous là à gauche, en barre. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, sur le long terme, on va avoir une énergie qui sera stable.
C'est-à-dire qu'on va diviser par 2 nos variations sur le prix de l'énergie. Aujourd'hui, vous achetez du propane. En gros, 80% de votre facture d'énergie, eh ben, c'est l'achat du propane. Et 20%, ça va être votre investissement et votre entretien. Euh, Là, on va diviser du coup par 2 l'achat du propane. Et donc, s'il y a une variation, je sais pas, de 10% sur le propane pour l'année prochaine, eh ben, ça sera une variation qui sera, enfin, la variation sera moins importante dans vos comptes que si vous avez du solaire que si vous n'avez pas de solaire. En gros, vous avez divisé par 2 votre variation du prix de l'énergie. Donc, sur le long terme, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir une visibilité, une meilleure visibilité à long terme. Voilà, en termes d'accompagnement, du coup, ben, pour ceux qui étaient déjà là avant, nous, l'objectif sur l'animation énergie renouvelable thermique sur le département, c'est de vous accompagner du début jusqu'à la fin, suivant le besoin en fait. Sur le début, c'est tout ce qui est de phase information, études d'opportunité. On fait des pré-études, juste prendre les chiffres et puis voir s'il y a un intérêt technique et un intérêt économique. Et ensuite, vous accompagner, vous orienter vers des entreprises qui sont qualifiées, des bureaux d'études qui sont qualifiés, vous aider dans les cahiers des charges pour que ça réponde à votre besoin finalement. Et puis, voir par rapport au financement, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme financement. On connaît ceux du Fonds Chaleur de l'ADEME. Après, il y en a d'autres qu'on peut aller chercher aussi. Et puis, ben, voilà, vous aider à vous orienter dans tout ça. Et puis sur les travaux, bah, d'un point de vue, enfin, suivant le besoin, on peut de manière ponctuelle être présent aussi pour vous soutenir, vous accompagner dans la démarche. En termes de financement, donc aujourd'hui, le financement qui est dédié enfin, seulement pour ça, c'est le fonds chaleur de l'ADEME, donc un fonds national. On a une valeur limite qui est qu'il faut mettre plus de 25 mètres carrés de panneaux. C'est une valeur quand même qui est assez élevée. Je peux pas vous dire là en termes de mètres cubes d'eau ce que ça représente, mais bah, c'est quand même déjà assez élevé. Par contre, on est en train de développer ce qu'on appelle des contrats de développement. D'ailleurs, je l'ai pas noté dans la partie solaire thermique, je l'ai noté pour la partie bois énergie. Contrat de développement des énergies thermiques qu'on est en train de développer sur le côté Pays Basque et sur le côté Béarn qui permettront de cumuler l'ensemble des projets pour pouvoir dépasser ce seuil-là et que du coup on puisse financer tous les projets de solaire thermique, même s'ils sont inférieurs à 25 mètres carrés. Et donc ça, c'est en train de se mettre en place. D'ici 6 mois, j'espère qu'on aura ces contrats-là qui seront signés entre des acteurs du territoire et l'ADEME. À savoir simplement que sur le fonds chaleur, c'est un financement. Donc il y a des critères techniques, mais ça de toute façon on les regarde toujours en amont des projets, vérifier que ça correspondra bien. Et puis il y a une manière de distribuer le fonds chaleur qui est de payer 80% à la réception des travaux et ensuite attendre 1 an pour vérifier en fait les niveaux de consommation et le niveau là sur le solaire de couverture par le solaire vérifier que ça correspond bien à ce qui avait été annoncé. Simplement parce qu'en fait, l'aide du fonds chaleur est basée sur la production de chaleur renouvelable. Et du coup, si on en annonce 2 fois plus que ce que c'est fait, et ben, l'aide ne sera pas la même que, enfin, l'aide sera basée vraiment sur combien on produit d'énergie renouvelable sur site. Là, je vous ai mis quelques exemples juste pour voilà, vous montrer un peu ce que ça peut faire. Des charcuteries dans la viniculture, les fromageries aussi, c'est intéressant parce que ce que je disais tout à l'heure sur l'agroalimentaire, il y a des besoins en eau chaude sanitaire qui sont souvent assez importants. Et puis, ça peut permettre de couvrir aussi une partie des montées en température du process. Voilà. Là, il y en a quelques-uns. Et puis après, sur Socol, donc solaircollectif.fr, il y a d'autres fiches d'opération qui sont intéressantes. Et du coup, je laisse la parole par rapport à la résidence La Palisse, ce qui a été réalisé sur la commune de Bayonne. Merci. Donc nous allons revenir en arrière dans le temps et nous retrouver en 2008-2009. En termes d'environnement, il s'agit des lois Grenelle 1 et 2. Donc normalement, le citoyen est plus ou moins sensibilisé aux économies d'énergie. D'où nous décidons en 2009 de faire un plan d'économie d'énergie et d'investir pour réaliser ces économies. Donc, les panneaux solaires s'inscrivent dans ce plan général avec
la rénovation de la chaufferie et 2 chaudières à condensation, l'ITE, c'est-à-dire l'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments, et le remplacement de tous les vitrages, de tous les fenêtrages par du double vitrage. Donc, pourquoi choisir des panneaux solaires? En fait, pour nous, dans une résidence, c'est de réduire les coûts, puisque nous payons les charges. Ce chauffage est collectif et la production d'eau chaude est aussi collective. Elle est consommée par 127 copropriétaires. Donc, il s'agit de les convaincre d'investir pour réduire les coûts, ce qui n'est pas évident. Donc, la réalisation de ce projet s'est réalisée 7 ans plus tard et terminée en 2016. Seule l'isolation thermique par l'extérieur n'a pas été réalisée, vu l'importance du budget, et il nous a manqué 200 tantièmes sur 10 000. Donc, 3 copropriétaires défaillants. Donc, je vous ai dit que le contexte de l'époque était celui de l'environnement, dite loi Grenelle, avec une diminution d'énergie de 38% de consommation d'ici 2020. Nous sommes en 2021. Donc, nous avons tablé sur 10% d'économie de gaz, en fait, puisque notre énergie primaire est le gaz. En 2005, nous sommes passés du fioul au gaz. Et en 2015, nous avons essayé de réduire cette consommation de gaz par 10% de production d'eau chaude sanitaire par des panneaux solaires et une réduction de 20% par l'introduction des chaudières à condensation. Donc, je vous ai parlé du contexte environnemental, des lois Grenelle et surtout aussi des aides, parce que sans les aides, je pense qu'il est difficile de convaincre les financeurs que sont les copropriétaires. Donc, nous avions là la chance d'obtenir 60% de subventions pour les panneaux solaires, les certificats d'économie d'énergie pour les chaudières à condensation et 30% de réduction d'impôts et des aides de l'ANA pour ceux qui ne payaient pas d'impôts pour ces investissements. Donc ça représentait quand même des aides importantes et pour nous incitatives. Il y a eu pourquoi l'ITE ne s'est pas réalisé, c'est qu'on a réalisé tout d'un coup le veto de l'ADEME lorsqu'elle s'est aperçue que nous utilisions en même temps les subventions du Fonds Chaleur et le certificat d'économie d'énergie. Que dire en termes de résultats? Alors, pourquoi c'est IES qui a été choisi? D'abord parce que notre bureau d'études a été défaillant, puisqu'on commence d'abord par une étude thermique du bâtiment, et selon l'information, les centres d'information de l'ADEME, on nous a présenté plusieurs bureaux d'études et on a choisi IES qui était à Pau, que nous ne connaissions pas. Donc, ils ont d'abord réalisé l'étude thermique des bâtiments. Ensuite, il s'agissait de trouver une entreprise qui pose ces panneaux thermiques solaires. Et donc, trois entreprises se sont positionnées et nous avons choisi IE Solar. Que dire alors, je vais vous parler de kilowattheure. En gaz, en 2020, nous avons consommé 647 141 kWh.
et la production solaire a été de 63 022 kWh, c'est-à-dire 9,70%. Quand on regarde l'engagement d'IE Solar par rapport à la production théorique, elle était de 64 638 kWh par an. Nous avons donc en 2017 70 834 kWh, en 2018 63 755, 64 638 théoriquement, donc une baisse, mais bon, de quelques pourcents. En 2019, 70 231 et en 2020, 63 020. Alors, si l'objectif n'est pas atteint, cela tient aux heures aussi d'ensoleillement. Je peux vous les donner, mais bon, on va passer à côté. Et aussi aux incidents qu'il peut y avoir. Des incidents sont liés, par exemple, tout d'un coup à une rupture de câble parce que des rats se sont promenés alors qu'il y a un contrat de lutte contre les rats, mais voilà, qui ont rongé des câbles, etc. D'où vous avez une perte de connexion et puis surtout des capteurs, etc. qui viennent paralyser le bon fonctionnement. IE Solar est aussi le prestataire qui est chargé du suivi. Donc nous avons un contrat de maintenance avec aussi un contrat de performance, comme pour la chaufferie et que pour les autres prestataires. On est basé sur la performance. Mais je ne sais pas, alors on peut parler des tarifs, la pose de la chaudière, des chaudières à condensation était de 130 000, la pose des panneaux thermiques de 108 000. Donc il y avait 40 000 et quelques à charge pour les copropriétaires. Maintenant, je crois que j'ai un peu tout dit sur le choix de la genèse et le choix de ce projet-là. Merci, Monsieur Verterex. Et du coup, je laisse la parole à Monsieur Nat qui va justement voilà, nous parler de son entreprise et de comment eux, ils ont vu tout ça aussi. Très bien, bonjour à Je vous laisse tous. partage Donc, l'écran. alors, est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas de souci. Ça marche. Ok, c'est parfait. Donc, oui, je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer quelques photos et quelques slides. Voilà, alors justement, ça c'est le récapitulatif. Attendez, je vais me mettre en écran. Voilà. C'est le récapitulatif de la production à la Palisse sur les 3 dernières années. Donc on voit mois par mois. Et en jaune, c'est justement le théorique. Voilà. Enfin, globalement, disons, sur les 4-5 ans de production, la production réelle est supérieure au théorique. Hein. Donc ça, c'était juste pour revenir sur ce que disait Monsieur Berterex. Donc pour ce qui est de IES Solar, nous proposons des installations solaires thermiques clés en main. Donc, ce qui veut dire qu'on intervient en amont au moment de l'étude et jusqu'à la réalisation, la pose, l'installation, la maintenance et le suivi. Voilà, donc ça c'est toutes les étapes du projet. Alors à ce sujet, je voudrais vous montrer à quoi ressemble le suivi, parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour vous donner... voilà. Alors, ça, par exemple, ce que vous voyez là, c'est un tableau de suivi en temps réel de l'installation à la palisse.
Alors, on voit qu'on a en ce moment un ensoleillement de 1032 watts par mètre carré, donc il fait très très beau là, je pense, Monsieur Berterex. C'est exact. Vous confirmez. On a les capteurs qui sont là, les pompes qui tournent. Voilà, donc en fait, on utilise un liquide caloporteur glycol qui vient dans les capteurs. Et ensuite, on a deux échangeurs différents. Enfin, je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques, mais un premier échangeur, donc glycol eau technique, avec un stockage de 5000 litres d'eau technique. Et là, on voit que dans le ballon, ce qu'on appelle le ballon A, le ballon chaud, on a en ce moment 58 degrés. Ça vient de passer de 57 à 58. Et on a une eau froide qui rentre à 17 degrés, avec une consommation en ce moment de 10 litres minute. Donc, voilà, on voit exactement ce qui se passe. La boucle, voilà. Donc, et là, on a un échangeur eau chaude sanitaire qui est, comment dire, qui réchauffe donc l'eau chaude en temps réel. Et grâce à ce système, disons, de 4 degrés actuellement. 62 degrés la sortie de l'eau chaude, voilà, 62 58 degrés la production d'eau solaire. Ouais, 58 degrés, le retour de la boucle. Voilà. Donc, ça vous donne une idée un peu du système. Alors, juste deux petites précisions techniques. Donc, en utilisant un stockage d'eau technique, dans ce cas-là, bon, c'est des systèmes qui sont applicables, par exemple, aux cliniques, enfin, à d'autres installations où la question de la légionellose, etc., est très importante. Et donc, on sépare complètement le primaire, le glycol, de l'eau chaude sanitaire. Donc, c'est totalement sécurisé. Voilà. Alors, cet outil de monitoring est disponible à tous les copropriétaires, à toutes les parties intéressées, pour pouvoir voir quelle est la production, mais aussi voir s'il y a un problème, un rat qui a rongé un câble ou ce genre de choses. Voilà. Donc, nous, on assure également ce service. Alors, attendez, comment je reviens? Voilà. Alors, je vais revenir rapidement sur ma présentation. Voilà. OK. Donc, bon, globalement, le message que j'aimerais passer, c'est que, comment dire, je pense que c'est vraiment le moment d'investir dans le solaire thermique. Pas seulement par rapport à la situation, disons, de la planète, comme on le sait, on a tous une responsabilité pour mener des actions qui vont mener à des baisses d'émissions de gaz à effet de serre. Et le solaire thermique produit en moyenne 3 à 4 fois plus que le solaire photovoltaïque par mètre carré en énergie produite. Donc c'est une énergie très intéressante. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques exemples d'installations, juste pour avoir une idée un peu graphique. Alors ça, c'est un projet qu'on a réalisé à Bordeaux pour une chaîne d'hôtels avec une ombrière solaire thermique. Donc ça, c'est une innovation qu'on a faite. Parce que les ombrières qu'on voit, c'est surtout du photovoltaïque. Et là, on l'a fait en thermique. Et avec un container, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un container ici, dans lequel on a nos stockages d'énergie et les groupes de transfert de technologie. Donc, c'est une solution très intéressante lorsqu'on ne veut pas utiliser la toiture existante où il n'y a pas d'espace disponible. Voilà. Donc, le client
est absolument ravi. Ça fait presque un an que l'installation tourne et ça fait 5 mois que l'appoint électrique est éteint. Donc, on est à 100% solaire en ce moment. Alors, donc justement, ça c'est pour vous montrer d'autres systèmes d'installation. Donc, on a les installations en toiture. On a, comme à la Palisse, installation sur toiture plate. Voilà. Et là, pour le coup, à la Palisse, on a utilisé des capteurs très haute performance qui sont industriels, hein, on va dire, plus de 12 mètres carrés le capteur. Alors, pour l'industrie, il y a des possibilités, disons, de très grande surface pour couvrir des besoins énergétiques importants. Alors, ce que j'aimerais souligner, c'est par rapport, disons, aux questions financières, parce que bon, les industriels hésitent souvent. Je pense qu'il faut garder à l'esprit, alors par exemple, pour des très grands projets comme ça en industrie, on peut faire appel à des tiers financeurs qui vont porter 100% de l'investissement. Et ensuite, ils revendent l'énergie produite à un taux qui est inférieur au taux, disons, de revient actuel. Et donc, voilà, ça c'est intéressant. Et après un certain nombre d'années, l'installation complète revient à la propriété de l'industriel. Voilà. Donc ça peut se faire, bon ça c'est pour des projets plus ou moins grands. Donc là on voit encore d'autres exemples pour industrie, où on a des ombrières aussi. Voilà, donc il y a des entreprises de lavage agroalimentaire, il y a toutes sortes de besoins. Là on voit encore des ombrières. Donc oui, c'est vraiment le clé en main de la conception, fourniture, réalisation, exploitation, maintenance et suivi. L'avantage de ça, c'est qu'on a un seul interlocuteur et on ne se renvoie pas la balle, disons, en disant oui, ça c'est toi. Non, on est vraiment du début à la fin responsable et garant du projet. Voilà, donc bon, on aide aussi à monter les dossiers ADEME. Donc ça fait partie du projet, et on utilise, bon, un dernier petit point technique, le système de drainback ou auto-vidangeable qui permet comment dire, d'éviter les surchauffes. Donc même si on a une panne d'électricité, la pompe s'arrête et le liquide caloporteur redescend dans un ballon tampon qui est ici, et donc on n'a pas de surchauffe, même en cas de panne électrique. Et ce qui fait que la durabilité du système est encore plus grande. Voilà. Donc là, on voit le container, enfin le système, quelques schémas justement qui sont référencés par Sokol. Pour les piscines, voilà. Alors pour les systèmes industriels, il y a vraiment beaucoup de différents systèmes, comme on vous l'a présenté. On peut choisir différents types de capteurs, des plans, etc. Avec ou sans stockage, parce que des fois, il y a des process qu'on peut réchauffer de quelques degrés sans avoir besoin de stockage. Et voilà, donc juste une dernière information par rapport à ce que disait M. Berterex sur les 9%. En fait, 9%, c'est référence, enfin 9-10%, c'est une référence qui inclut le chauffage, comment dire, pas seulement l'eau chaude sanitaire, mais aussi le chauffage. Voilà. Alors, si on prenait le pourcentage de l'eau chaude sanitaire, on est bien supérieur. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc, lorsqu'on parle de 50%, comme vous l'avez fait, on pense à pourcentage de l'eau chaude sanitaire. Mais évidemment, pour l'industrie, on travaille aussi sur des process
Voilà, toutes sortes de questions comme ça. Donc, voilà, Ouais. je pense que je vais Je arrêter. m'excuse, je vous présente mes excuses parce qu'effectivement, je n'ai pas dissocié chauffage et eau chaude sanitaire. C'est une erreur. Mais bon, Aucun problème. Aucun problème, ça a été repris du coup par Monsieur Nat. Donc maintenant, enfin, parce que du coup, c'est bien compréhensible aussi, je pense. Après, Léa, Laurent, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Monsieur Nat, merci Monsieur Berterex. Juste voilà, pour terminer, la résidence La Palisse nous ouvrira ses portes justement le 13 octobre à 14 heures pour nous montrer justement ce système-là. Donc, bon, si ça vous intéresse, donc vous pouvez venir voir en direct. vous aurez accès aux panneaux et à la chaufferie. Génial, merci beaucoup. Oui, merci à tout le monde. Non, on a regardé sur le chat, il n'y a pas eu de questions qui ont été posées. Par contre, n'hésitez pas si vous les posez. Enfin, bon, le timing est un peu serré par rapport à la promesse initiale, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas eh bien, à ouvrir vos micros, à les poser de suite. Profitez de la présence d'Antoine. Ah oui, monsieur, je vous laisse la parole. Oui, je voudrais juste avoir quelques clés pour réfléchir sur le sujet là. Est-ce que vous pouvez nous donner le prix au mètre carré de l'installation des panneaux thermiques à la grosse, avoir un ordre de grandeur? À la palisse, 108 000 divisé par 100. Donc c'est 10 kg du mètre carré? Divisé par 105 exactement, il y a 105 mètres carrés. Disons que les tarifs vont varier en fonction de la taille de l'installation. Oui. Et donc, on peut aller pratiquement du simple au double, hein, de 400-500 euros le mètre carré jusqu'à 1000 et même 1200, voilà, selon les installations. Donc, voilà, disons que ce qui est intéressant, juste une dernière petite parenthèse, c'est que les financements, peuvent financer l'installation et les économies d'énergie payent, disons, le prêt. Donc, il y a la possibilité d'avoir une installation sans apport en cash flow. D'accord. Et la deuxième question, c'est en moyenne sur la région paloise ou Bayonne, là, on produit combien au mètre carré à l'année? Combien de kilowattheures on produit par an pour un panneau d'un mètre carré à peu près? Bon, on va dire qu'on est entre 500 et 700 kWh par mètre carré. Oui, oui. Par mètre carré de panneau. Par Par an, mètre carré. Oui, oui, par an. Si je prends 2020 ici, c'est 630 kWh. Putain. 2020. Puisque la production a été de 63 022 kWh, il y a 100 mètres carrés. Donc, vous divisez par 100, ça vous fait 630 kWh. Ok, j'ai une dernière question. Vous avez surtout parlé de l'eau chaude et un peu du chauffage pour la résidence. C'est pas la Palisse, mais c'est pas loin là, oui. Pourquoi on ne parle pas de chauffage en systématique? Alors, je vous laisse répondre, monsieur Nathan. Ok, bah disons que pour ce qui est du fonds chaleur de l'ADEME, pour disons, les petites et moyennes installations, il y a des schémas qui sont, disons, définis et c'est en grande partie, disons, l'eau chaude sanitaire. Donc, on se base sur l'eau chaude sanitaire. Mais il y a aussi des systèmes combinés qui sont possibles. Alors, pour l'industrie, c'est complètement différent. Il y a des appels à projets qui sont appels à projets grande surface de l'ADEME. Alors là, pour le coup, il n'y a plus du tout les schémas Sokol, c'est du sur-mesure. Donc, le chauffage est tout à fait possible. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait? Parce qu'il n'y avait pas de proposition sur le marché. La seule proposition, c'était
parce que la résidence de la Palisse est quand même assez importante. Vous avez 3 blocs de bâtiments. C'est plus de 100 mètres de distance entre la chaufferie et puis le dernier des bâtiments. Et donc, il y avait la possibilité d'inclure des résistances chauffantes de la tuyauterie par alimentation de panneaux solaires. Ça paraissait un peu complexe comme installation et on n'a pas trouvé localement d'entreprise capable de nous décrire effectivement ce que cela allait produire. Voilà, voilà pourquoi il n'y a pas eu de mixte chauffage, panneaux solaires, gaz. Après, c'est toujours un rapport en fait aussi entre l'investissement et le besoin. Sur le chauffage, du coup, on va être en hiver, on va avoir une production solaire qui sera moins importante que l'été. Il va falloir pouvoir, en gros, décharger l'installation l'été pour pouvoir l'utiliser quand même de manière optimale sans qu'elle surchauffe. Ouais, Et voilà, il y crois a que toujours c'est cet aspect-là, quoi. je crois que c'est Mais, surtout ça, en fait, l'enjeu là. ouais, mais pour autant, en fait, ça peut s'étudier. Pour certains sites, c'est intéressant d'étudier le sujet parce que des fois, on se rend compte que ben, ça va quand même couvrir une bonne partie. À la rigueur, l'été, on peut le vidanger et ne pas la faire tourner. Enfin, voilà, il y a des. Le chauffage s'arrête ici du 15 mai au 15 octobre. Et Donc quand là, il l'ADEME, n'y a du que, coup, il n'y a que l'eau chaude qui fonctionne. Donc on peut tout à fait mesurer l'apport thermique des panneaux solaires par rapport à l'apport gaz, la complémentarité des deux. On peut tout à fait le mesurer pendant ces 4 mois. mais voilà, du coup, chauffage, c'est possible, mais il faut être vigilant sur la manière dont on va faire l'installation pour que ça réponde bien aux besoins et qu'on n'ait pas de surchauffe. Oui. Et on pourra en reparler aussi, si vous voulez, monsieur Touvard, par rapport à ce sujet-là aussi, demain. On vous entend plus, vous avez le micro coupé. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut éventuellement boucler ce dernier webinaire. Peut-être juste une petite question. Oui, vous êtes monsieur? Damien Picollet, François, là, de Dreamstar, mais bon, c'est plus une question à titre personnel. Les systèmes, le solaire hybride qui mélange le photovoltaïque et donc l'eau chaude, le thermique, est-ce que vous le voyez? Est-ce que c'est, je sais qu'il y a une société française au moins qui en produit. Voilà. Ma question, c'est voilà, est-ce que c'est utilisé? Est-ce que vous le voyez? C'est des installations qui se font de plus en plus. Aujourd'hui, j'en ai pas parlé parce que le Fonds Chaleur ne finance pas. C'est encore financé dans les nouvelles technologies enfin, ça c'est la manière dont l'ADEME le considère. Ils sont, du coup, c'est des dossiers qui sont compliqués à mettre en œuvre parce que au niveau de l'ADEME, ils doivent, enfin, ils font des études de vérification sur tous les projets, quoi. Et donc c'est long à se faire financer. Pour autant, c'est vrai que c'est des installations qui apparaissent de plus en plus et qui semblent, enfin moi je connais pas plus en détail, mais qui semblent fonctionner, quoi. Je sais pas si Monsieur Nat, vous avez un peu plus de données sur le sujet? Oui, disons que ça fonctionne correctement. Le seul souci, disons, c'est que les chaleurs produites au niveau thermique sont quand même inférieures. Donc on dépasse rarement les 70 degrés. Donc c'est moins efficace au niveau thermique. Par contre, ça a un avantage par rapport au photovoltaïque qui, pour le coup, devient plus performant grâce au refroidissement des capteurs. Voilà, donc ça a son mérite. Voilà, je pense que de combiner les deux, c'est possible. Et même une partie hybride et une partie thermique aussi, ça peut se faire. Il faut considérer quel espace on a disponible en toiture. Si on n'a pas de toiture, est-ce qu'il y a des champs? Il peut arriver même de louer des champs à proximité ou des terrains qui sont disponibles pour faire des champs solaires. Donc ça, il y a toutes sortes de configurations possibles. Le mieux étant en toiture, évidemment,
d'utiliser un espace disponible. Très bien, merci. Merci beaucoup à tous les intervenants et tous les participants. Bon, vous l'aurez compris, dans le support, vous retrouverez les coordonnées des uns et des autres, donc n'hésitez pas ultérieurement à nous contacter. Vous recevrez aussi le support et le lien du webinaire que vous pourrez reconsulter ou faire circuler. Ben, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Vraiment, merci à tout le monde et peut-être à bientôt. Merci à vous. Attendons le 13. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.